Bonjour et bienvenue à la table des économistes. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'une idée assez ancienne qui par contre continue à être très pertinente dans les débats contemporains et qui reste d'ailleurs au centre de bien des discussions, bien des querelles, bien des problèmes que nous avons. On peut trouver les racines de cette discussion et de ces problèmes dans la Belgique dès 1835. Pour toute une série de raisons qui concernent l'organisation des États, soudainement, on arrive à récolter des données sur la population qui concernent des choses telles que la taille des personnes, le sexe, l'âge, le nombre de décès, le nombre de naissances, le fait que vous vous êtes marié avec quelqu'un qui était beaucoup plus jeune ou beaucoup plus âgé que vous, ou alors le taux de suicide, ou encore des données sur la criminalité. Toutes ces données-là commencent à être récoltées d'une façon suffisamment massive, suffisamment importante pour en faire quelque chose. Et un astronome belge qui s'appelle Adolphe Quetelet a l'idée de les rassembler, de les étudier et d'y appliquer les outils statistiques qu'il a appris à employer dans son travail d'astronome. Quetelet étant l'astronome royal de Belgique. Dans ses observations astronomiques, Quetelet est habitué à effectuer de nombreuses mesures répétées d'une même observation. Par exemple, s'il veut savoir où se trouve une étoile à une certaine heure, à cette heure-là, il va pointer sa lunette, observer l'étoile, noter la position et le résultat qu'il a observé sur un bout de papier et refaire à la même chose une dizaine, une quinzaine, une vingtaine de fois. Cette série d'observations va suivre un certain comportement. En fait, il suit un comportement qu'on appelle une distribution gaussienne ou normale. Comment s'interprètent ces résultats? Quetelet et ses contemporains n'ont pas encore entièrement saisi les rapports entre statistique et probabilité. Ça reste une chose qui évolue au cours du 19e siècle, mais voici l'idée générale de façon un peu moderne. Lorsque vous observez les ciels avec une lunette, de nombreux facteurs viennent perturber votre mesure. La lunette est peut-être un peu floue, vous la tenez d'une main qui tremble un peu, les instruments géométriques avec lesquels vous faites vos mesures de distance, de longueur, etc. sont pas très bons, sont pas très précis. Fondamentalement, vous avez des millimètres qui sont notés dessus, donc il y a des erreurs qui vont être commises. Vous employez donc des instruments qui ne sont pas parfaitement précis et vous n'êtes pas parfaitement précis, bien sûr. Toutes ces erreurs, toutes ces imprécisions font que chaque mesure donne un résultat qui est légèrement différent. Néanmoins, aucune règle particulière implique que les erreurs que vous êtes en train de faire soient plutôt, par exemple, à droite qu'à gauche ou en haut qu'en bas. Une erreur très grande est bien sûr moins probable qu'une erreur très petite, mais la répartition est quelque part liée à du hasard. Et c'est de cette façon qu'on comprend le résultat. La position moyenne de l'étoile, les calculs que vous faites de la moyenne à partir de l'ensemble de vos mesures, c'est la vraie position de l'étoile quelque part. Vous êtes en train de vous dire, là, c'est le vrai endroit où se trouvent les étoiles, c'est à position moyenne. Et les erreurs que vous avez, vous les interprétez comme des erreurs de mesure, tout simplement, qui sont dues uniquement au hasard. Et la loi des distributions s'appelle normale, parce qu'il s'agit de la distribution la plus normale qui existe dans la nature, celle qui est tout simplement liée à des erreurs totalement aléatoires, totalement au hasard. Quetelet s'intéresse en revanche à un calcul de nature profondément différente. Il va appliquer cet outil-là, les statistiques, à des groupes d'individus, typiquement les conscrits de l'armée de Belgique, mais aussi de France, d'Espagne ou d'autres groupes possibles.
Et de cette façon, il obtient de surprenantes régularités qui vont beaucoup le déranger. Par exemple, d'une année à l'autre, le nombre de naissances, de décès, de suicides, d'actes criminels, de mariages semble rester à peu près constant. Il y a le nombre de naissances, le même nombre de morts, le même nombre de crimes, le même nombre de suicides. Des données comme la taille moyenne ou la différence d'âge dans un couple marié suivent une distribution gaussienne. Bien sûr, il y a des différences entre, par exemple, le Belge et les Espagnols, de taille comme de toute criminalité ou de différence d'âge au mariage. Mais à l'intérieur de groupes homogènes, ces valeurs restent à peu près constantes dans le temps et de toute façon, ils se distribuent autour de gaussiennes, de lois normales. Quetelet se heurte alors à un problème d'interprétation. La moyenne des mesures de la position d'une étoile dans le ciel s'interprète comme la vraie position de l'étoile, n'est-ce pas? Abstraction faite des erreurs de mesure qui, eux, vont se distribuer comme une gaussienne. Mais la taille moyenne d'un groupe de personnes, c'est la vraie taille de qui, de quoi? De rien du tout, n'est-ce pas? Dans les cas astronomiques, c'est toujours la même étoile qu'on observe, mais là, c'est des individus différents. C'est tous les conscrits, par exemple, de l'armée de Belgique. Comment se fait-il alors qu'ils obéissent à une loi gaussienne? Quetelet essaye d'interpréter ces résultats en faisant l'hypothèse qu'il existe un individu idéal, par exemple un Belge idéal ou un Français idéal, qui incarne quelque part l'essence même de la belgitude ou de la francitude. Cet homme moyen n'existe pas, contrairement à l'étoile, à la position moyenne de l'étoile qui correspond à la vraie étoile. L'homme moyen ne correspond à aucun vrai individu, mais représente le type idéal et possède les qualités idéales du vrai Belge ou du vrai Français. Rétrospectivement, Quetelet est en train d'introduire une confusion d'ailleurs entre deux significations du mot normal dans l'interprétation de cette distribution normale gaussienne. Par exemple, si j'affirme que la taille normale d'un ours polaire c'est 3 mètres, ce que je veux dire c'est qu'en moyenne, les ours polaires mesurent 3 mètres. Mais bon, là, j'interprète la taille normale au sens de normal, c'est la moyenne. C'est rien d'autre. Mais si vous lisez un article de journal qui affirme que les homosexuels ne sont pas normaux, il est fort probable que l'auteur de cet article ne soit pas en train de suggérer qu'ils ont des préférences différentes de la moyenne. Là, le mot normal suggère un jugement des valeurs, bien évidemment. Et on serait tout à fait justifié de trouver un tel article homophobe. Le mot normal est utilisé comme synonyme de bien. Et c'est une ambiguïté du mot normal qui se prête à bien de problèmes, parce qu'il y a toute une palette de situations intermédiaires entre les jugements des valeurs sur ce qui est normal, car bien, et les jugements factuels de normal car moyen. Les deux sens se mélangent souvent. Bien sûr, personne n'est parfaitement moyen dans tout ce comportement, ça n'arrive à personne. Et en général, nous sommes tous prêts à accepter que dévier de la moyenne n'est pas forcément une mauvaise chose. Déjà, les contemporains de Quetelet lui disent par exemple que suggérer que être dans la moyenne c'est bien est un peu bizarre quand on suggère que c'est bien d'avoir une intelligence moyenne, par exemple. C'est plutôt moyen d'être moyen. Néanmoins, le comportement moyen semble parfois partiellement lié au moins à des formes de tolérance, même s'il n'est pas juste ou bon de l'avoir. Par exemple, pensez à tout ce qu'on fait quand on met en place des amnisties, où on est quelque part en train de justifier ça en disant que comme certains comportements sont le comportement de tous, on les accepte comme moralement excusable, même si c'est un peu discutable.
Et si vous pensez d'ailleurs aux débats qui viennent d'avoir lieu, par exemple, sur Colbert ou sur Montanelli et leur attitude par rapport à l'esclavage, l'argument qui est souvent évoqué, c'est d'affirmer que leur comportement était, par le passé, la norme. Normale au sens de la moyenne. L'implication suggérée, c'est que ce qui est dans la norme, donc la moyenne, sur le plan factuel, l'est aussi quelque part sur le plan moral, ou en tout cas c'est justifié sur le plan moral. Ce qui est un saut logique qui est problématique, bien évidemment, mais qui n'est pas complètement absurde. Et nous sommes, je pense, bien loin d'avoir saisi toutes les nuances de ce problème. Un deuxième problème frappe à Quetelet. D'accord pour la moyenne de décès, qui paraît être constante d'une année à l'autre. Et ça peut être bien une loi de la nature. En fond, personne ne choisit de mourir. D'accord pour les naissances. Peut-être que finalement, c'est aussi lié à des lois de la nature. D'accord pour la taille qui n'est pas un choix individuel. Mais qu'est-ce qu'on pense du suicide, du crime ou de la différence d'âge au moment où on s'est marié? Si la loi normale est une conséquence d'un choix aléatoire, c'est comme ça qu'on l'interprète normalement dans les observations astronomiques, le fait que la différence d'âge au mariage suit une gaussienne nous suggère que le choix d'un partenaire plus jeune ou plus âgé est régi par pur hasard. Et pourtant, nous pensons rarement que nous choisissons notre chair et tendre de façon analogue à une ancêtre. Le suicide, qui à l'époque des Quetelet était considéré comme un péché mortel, échappe peut-être à notre libre arbitre, ça peut aller, mais les crimes? Vraiment, le crime? Comment expliquer qu'une région pauvre a un taux de criminalité plus élevé, alors même que nous pensons que le crime est un acte délibéré, c'est l'un ou l'autre. Soit on choisit d'être criminel, soit des facteurs qui échappent complètement à notre contrôle, donc personne choisit d'être pauvre, impactent sur cette liberté qui est seulement apparente. Bien sûr, même Charlemagne reconnaissait qu'on n'est pas coupable d'un vol si on est affamé. Ok. Mais les rapports entre pauvreté et crime existent même lorsqu'on est nourri et logé. Donc la pure et stricte nécessité n'explique pas tout. Quetelet répond à ce défi à la liberté individuelle, quelque part, en disant que les volontés individuelles, qui sont libres, se comportent les unes par rapport aux autres d'une manière analogue à du hasard, parce qu'elles ne sont pas reliées l'une à l'autre. Chacun fait comme il veut, et quand on agrège toutes ces volontés discordantes les unes avec les autres, elles sont totalement équivalentes à des phénomènes aléatoires. Mais cette réponse manque un peu de force. Encore aujourd'hui, la loi est bien sûr la même pour tout le monde, c'est un des principes fondateurs d'un État constitutionnel, et nous sommes donc sanctionnés par la loi de façon totalement indépendante, par exemple par rapport à notre revenu. C'est d'ailleurs très difficile de revenir sur un principe de ce genre, car il demanderait de repenser les rôles ô combien importants que joue notre idée de liberté dans l'organisation sociale, bien sûr. Et pourtant, l'idée des Quetelet et des groupes homogènes, par exemple les Belges ou les Français, ou les pauvres, ou l'armée, ou la police, obéissent à des comportements qui échappent à la volonté individuelle et répondent plutôt à des contraintes d'origine sociale ou culturelle et au cœur des débats contemporains. Par exemple, pensez à ce qui se passe actuellement. L'homicide aux États-Unis de George Floyd a comme conséquence un procès à des policiers. Là, on pense que c'est de leur responsabilité individuelle. Et en même temps, il amène à des propositions de repenser et restructurer en profondeur l'institution policière. Pourquoi? Parce que nous sommes persuadés qu'il existe une responsabilité individuelle, mais en même temps,
Nous croyons à une forme de détermination sociale dont les effets, d'ailleurs, peuvent être en partie observés. Comment s'articule cette double conviction qui, dans une certaine mesure, est contradictoire, est un problème que ni Quetelet ni personne d'autre a encore réussi à résoudre de nos jours. Merci de votre écoute et à la prochaine fois à la table des économistes.